Francisque de l'Estoile, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Détrade un ouvrage titré 12. Sur la 4e de couverture, on parle d'un triptyque. Alors, ça veut dire que c'est le premier bouquin de tome 2, tome 3? Alors non, pas du tout. C'est que c'est un livre en fait qui est en 3 parties. 3 parties qui sont en fait distinctes au départ, mais qui sont en fait tout à fait reliées. Okay. Voilà. Et qui en fait parlent de la même chose, mais à des époques différentes. Dans cet ouvrage, il y a des sauts dans l'espace. Et j'aimerais que vous me parliez un petit peu du pourquoi de ces sauts dans l'espace. On passe de Gisors à Jérusalem, de Bugarach à Chartres, des conciles de Troie à Dendera, en Égypte, ensuite à Abou Simbel. Pourquoi ces sauts dans l'espace? Il y a 3 recherches qui se passent à des époques différentes. Donc, en fait, il y a la première recherche qui est la recherche donc, des Templiers, c'est-à-dire qu'il y a tout un historique templier et tout le mystère des Templiers qui se joue sur plusieurs époques, donc du début jusqu'à leur fin présumée. Donc, on voit tout le cheminement des Templiers. Ensuite, il y a, et surtout par rapport à Gisors, ça reprend l'histoire des Templiers, mais à l'époque d'aujourd'hui, à l'époque d'André Malraux et de Gérard de Sète sur la découverte, donc justement, du trésor des Templiers à Gisors et de ce qui peut en découler après. Ça, c'est tout le mystère du livre. Et troisièmement, il y a tout un voyage initiatique qui se passe de nos jours avec toute une recherche de cette connaissance qui est éparse aujourd'hui et que Hugo, qui est donc le candide en fait du livre, va s'évertuer à trouver à travers toutes les recherches qui sont dans le monde, que sont Bugarach, que sont Dendera, que sont Tiwanaku, qui sont tous ces endroits mystérieux où on recherche quelque chose qui remonte aux origines, puisque le secret des Templiers remonterait à certaines origines, qui sont justement la finalité du livre. L'ouvrage est titré 12. La Oui. question que le lecteur peut se poser, bien qu'il il ait des explications qui arrivent petit à petit, si on voulait en 2 phrases symboliser, quels sont les symboles qui émergent autour du 12 et quels sont les mystères qui émergent autour de l'arche? 12 au départ, c'est un chiffre, c'est un chiffre ou un nombre sublime. C'est quand même déjà dans le temps la référence du temps qu'on a aujourd'hui. C'est les 2 fois 12, 24 heures. C'est les 24, les 12 mois de l'année, pardon, ça va être plus simple. Dans les religions, c'est quand même les 12 tribus d'Israël. Ça remonte quand même à un certain nombre de faits. C'est aussi donc les 12 cycles de la Lune dans l'année. Donc, le nombre 12 donc, est très particulier parce qu'en fait, c'est un chiffre complet, déjà. Et il apparaît partout dans notre vie. Après, et c'est un peu la lecture du livre, ça, ce sont les premiers symboles du livre 12. Après, il y a des symboles beaucoup plus fermés. C'est quand même le chiffre qui est 3 fois 4, c'est quand même le chiffre parfait entre le ternaire et le 4, c'est-à-dire ça peut être les 4 éléments par rapport aux 4 états de la matière. Donc 12, en fait, et c'est là où la symbolique 12 va changer, c'est que vous trouvez au fur et à mesure de la lecture du livre, qui comporte 12 portes, en fait, des éléments qui, à chaque fois, vont être de plus en plus personnels et recherchés. Vous avez les états de la matière, vous avez, et là, vous vous retrouvez dans l'espace et dans le temps et aux origines, justement. Si on parlait un peu des mystères que l'on retrouve dans votre ouvrage autour de l'arche, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Les mystères de l'arche, c'est en fait un très grand symbole donc, de beaucoup de religions. Et si les Templiers ont découvert ce trésor, le trésor de l'arche, en fait, n'est pas qu'un trésor pécunier, c'est aussi tout un trésor mythologique et mystique, en fait. Et donc, le fait de posséder l'arche, c'est beaucoup plus que posséder l'argent. C'est posséder un pouvoir temporel et atemporel et un pouvoir quasiment divin, quoi. Si on devait essayer d'identifier, non pas de mettre une étiquette, mais d'identifier les thématiques
de votre ouvrage? Est-ce que c'est un roman de science-fiction? Est-ce que c'est un roman d'aventure? Est-ce que c'est un roman ésotérique? Est-ce que c'est un roman qui frise avec l'occultisme? C'est à la fois. Alors, au départ, je suis aussi romancier, j'écris des romans policiers. Donc, déjà, je l'ai bâti comme un roman policier, c'est-à-dire que vous avez des recoupements par chapitre. Ensuite, c'est un roman à la fois d'aventure parce que vous avez une quête, vous avez une recherche, vous avez une enquête initiatique, vous avez une recherche initiatique, vous avez une recherche ésotérique aussi. Donc, c'est aussi un peu un roman ésotérique. Science-fiction, alors, science-fiction, non, mais tout dépend si la recherche des hommes de plus de 100 000 ans, la recherche aux origines, effectivement, sans rentrer dans la théorie du complot, si nos ancêtres, ce sont des gens du futur, là, je laisse à chacun le fait de chercher. Mais c'est 12 aussi, ça représente les 12 portes de Ripley et qui, en fait, permet aux gens de choisir les portes. Et à chaque porte que vous allez ouvrir, vous allez trouver un monde différent. Et ce monde différent, je pense que ce sera à chacun de choisir si c'est futuriste, si c'est ésotérique ou si c'est simplement le passé d'une nouvelle histoire ou si c'est une vérité cachée et connue que de quelques-uns. Votre ouvrage est quand même constitué d'énormément de connaissances et de recherches. Et ça se voit en particulier, non seulement avec votre bibliographie et vos références Internet, mais également avec tous les mots-clés que l'on trouve en note de bas de page. Et la question que je me posais, c'est est-ce que vous avez travaillé tout seul ou l'archiviste que vous mettez en exergue à la première page, Christophe Levasseur, vous a été d'une certaine utilité? M'a été d'une certaine utilité parce que c'est un fouineur et il a une certaine connaissance. Et quand j'avais besoin effectivement d'articles particuliers, je lui posais une question souvent et il arrivait à me trouver effectivement certains livres, certains articles que je n'avais pas en fait. Quand on parle de la fleur de vie, par exemple, il est allé me rechercher le livre sur la fleur de vie que je n'avais pas du tout. Mais effectivement, il a pas mal contribué. Il avait, quand on a fini les travaux, je lui ai rendu 3 caisses d'articles, pour vous dire. J'en ai quand même une grosse partie. J'en ai quand même une grosse partie chez moi, oui. Aussi, de livres. Les jeunes lecteurs sont très sensibles à tout ce qui est Internet et vidéo. Et vous avez quand même 27 références de liens Internet et vidéo. Et si on voulait non pas aller à l'essentiel, mais aller au plus rapide, si vous deviez nous donner les trois vidéos qui vous paraissent les plus significatives à aller voir tout de suite, vous penseriez à quel type de relation? On n'y mis que 27, mais il y en a beaucoup plus que ça. Oui. Comme j'écris, je remercie tous les sites que j'ai parfois visités. C'est travers une liste exhaustive, parce qu'il y en a énormément. Alors, il n'y a pas une vidéo, je pense en particulier, qui me viennent à l'esprit comme ça. Il y a toutes celles sur les Templiers qui sont plus ou moins faites, qui sont plus ou moins bien faites. Alors, le thème des Templiers est très vaste, hein, mais je pense à chacun de choisir. Je crois que c'est un domaine où il faut prêter plus d'attention que certaines élucubrations qu'on nous a données. Et puis, ouais, c'est ça, c'est principalement sur les Templiers. Après, mais alors c'est plus pour l'anecdote, on parle d'André Malraux, on parle de Gisors, et parfois on m'a dit, ah bon, mais c'est vrai que ça s'est passé comme ça, etc. Et je renverrai une vidéo qui m'a beaucoup amusé. Ce sont les 2-3 vidéos de Lina sur André Malraux à Gisors, qui reprend effectivement un certain nombre de textes, d'expressions que j'ai reprises dans mon livre. Et alors, effectivement, c'est en noir et blanc, mais ça a un côté à la fois très récent, parce que c'est dans les années 60, et très loin, parce qu'on se croirait dans un autre monde, quoi. C'est quand même assez extraordinaire pour ça. Et ensuite, je dirais Internet permet qu'il n'y ait pas de limite, et c'est un peu la symbolique de 12, c'est que c'est un roman aussi initiatique, parce que ça vous permet d'aller chercher à chaque porte, d'aller chercher ce que vous avez envie de trouver, aux réponses aux questions qui sont dans le livre aussi d'ailleurs. Bien sûr, il ne faut pas oublier que, d'après ce qu'on m'a dit, les francs-maçons travaillent 12 heures de midi à minuit.
Alors, il y a peut-être des clins d'œil aussi. Ça dépend à quelle heure ils commencent leurs travaux, effectivement, oui. En tout cas, Eric, merci pour cet ouvrage qui est à la fois un roman policier et pour moi un mix de science-fiction et d'histoire curieuse et passionnante. Merci et à très bientôt.